Bonsoir à tous. Bienvenue à la médiathèque des Carmes pour cette soirée autour de Camille de Toledo que je salue. Bienvenue à vous, Camille. Nous allons évoquer deux de vos livres parmi les derniers. Donc Thésée, sa vie nouvelle, qui est paru chez Verdier en 2020. Et puis dans un deuxième temps, Le fleuve qui voulait écrire, un livre dans lequel Camille de Toledo met en récit les auditions du Parlement de Loire, un livre paru aux éditions Manuela et les liens qui libèrent en 2021. Camille de Toledo, vous êtes écrivain, juriste, plasticien, l'auteur d'une trilogie européenne parue au Seuil entre 2009 et 2014, Le être et le boulot, Vie potentielle et Oublier, trahir puis disparaître. Vous êtes docteur en littérature comparée. Vous avez soutenu il y a quelques années une thèse de doctorat proposant une histoire du vertige de Cervantes à Sebald. Et vous enseignez aussi à l'université de la Cambre à Bruxelles. Alors commençons avec Thésée. C'est votre histoire que vous racontez à travers ce personnage. On aura d'ailleurs deux perspectives, le il et le je. C'est l'histoire d'un homme qui fuit la ville de l'Ouest avec ses enfants, direction Berlin. Un homme qui se sauve, un homme qui s'arrache à l'histoire des siens, le suicide de son frère, la mort de sa mère et de son père quelques années plus tard. Et en bon moderne qu'il est, il est persuadé de la possibilité de cette vie nouvelle, sauf que, comme disait Sagan, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve, et il est rattrapé. Et la preuve qu'il est rattrapé, c'est son corps qui se détraque, qui se fragilise terriblement, qui semble vouloir lui dire quelque chose. Donc il semble requis et il va se retourner en rouvrant, je vous cite, les fenêtres du temps, à savoir des archives qu'il a emmenées avec lui en Allemagne et dont on va reparler. Alors je voulais d'abord évoquer vraiment le début, le tout début, les premières pages, puisque ce livre travaille un montage. Il y a d'abord ce titre, Thésée, sa vie nouvelle. On ne peut pas s'empêcher, surtout quand on le lit deux fois, de déceler le verbe taire dans ce titre, puisque Thésée raconte qu'on ne désire pas que le survivant qu'il est s'exprime, trahisse des secrets, se sorte de ce labyrinthe du passé. Et puis il y a cet exergue biblique que vous connaissez peut-être, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, donc l'expression d'une malédiction. Et puis les premières lignes, l'adresse aux frères et une des deux questions qui va marteler le texte. Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Est-ce que vous pouvez évoquer ce départ de votre livre qui est sous le signe à la fois de l'empêchement, de l'adresse et d'une question qui s'obstine? Oui, merci beaucoup, Elodie. Je suis ravi qu'on ait d'ailleurs cet entretien. C'est la première fois qu'on parle du livre de Thésée. Je voulais aussi, on pensait vous dire que c'est assez, ce que nous réservent les textes, la façon dont les textes se jouent de nous. On écrit des livres et puis les livres suivent leur chemin et puis ils nous font rencontrer des gens. Et au fond, c'est le livre en fait qui a créé ce moment. D'une certaine façon, c'est ni moi ni finalement Bruno. Le livre est arrivé à Bruno que vous allez entendre tout à l'heure. Et puis, en fait, il nous a aussi, il a occasionné cette rencontre avec Marianne, que vous entendrez également tout à l'heure. Et voilà comment nous nous retrouvons ici, en fait, en quelque sorte, appelés par cet objet curieux qu'est le livre et qui nous tire d'une certaine façon. Alors, je pourrais repartir de l'exergue, parce que c'est très intéressant, l'exergue. Bon, les exergues, parfois, on les passe comme ça, c'est sans importance. Là, le fait, voilà, donc les pères, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il y a un autre passage, en fait, un peu plus loin, où le texte biblique dit, grosso modo, presque, c'est un non adressé à cette avance, dit « Non, chacun mourra pour sa propre faute ». Et on a là vraiment les deux voies, les deux chemins de ce qui nous arrive quand nous acceptons d'être nés de quelque part et d'être adossés à une généalogie. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça, c'est en quelque sorte ce qui m'a appelé par un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra peut-être, mais peut-être vous avez croisé ces phénomènes dans vos vies, ce qu'on appelle les dates anniversaires. Donc les dates anniversaires, c'est quoi? Un grand-père qui meurt à une certaine date, ou une grand-mère, ou quelqu'un d'autre. Et puis, des années plus tard, il se passe quelque chose à cette même date. C'est un peu comme ce que j'appelle aussi des énigmes ou des lapsus du temps.
C'est des signes qui nous sont envoyés par un certain ordre des choses qu'on a du mal à expliquer, parce que par la science, on n'y arrive pas encore vraiment. Et c'est ce qui donne accès à cette dimension que je creuse dans le livre, qui est la dimension traversante de la vie. C'est-à-dire le fait qu'une vie humaine, c'est pas seulement une date de naissance, une mort, mais en fait c'est traversé par toute la vie des morts en nous, et accessoirement c'est sans doute traversé par ce que j'appelle parfois les poursuivants. C'est ceux qui nous poursuivront, ceux qui suivront dans l'avenir. Donc ça c'est la dimension traversante. Et puis si j'en reviens à ce texte de la Bible, chacun mourra pour sa propre faute. Là c'est tout d'un coup en fait une objection éthique et presque législative de responsabilité qui vient trancher entre les vies, en disant oui, peut-être que la matière nous traverse et que nous sommes traversés par la poussière des étoiles, par les choses que nous mangeons, par tous les paysages que nous avons traversés, par toutes les mémoires de nos ancêtres. Nous sommes peut-être ça, cette réalité traversée, mais d'un point de vue presque social ou légal, chacun mourra pour sa propre faute. Et d'une certaine façon, en ne mentionnant pas cette suite de la phrase, j'en reviens à cette dimension traversée pour dire, bon, on a beaucoup découpé, on a beaucoup séparé les choses dans l'histoire des modernes, mais peut-être qu'il est temps de revenir à une autre conception du temps, qui est cette conception traversée, en fait, où nous sommes plus attentifs à toutes celles et ceux avec lesquels nous avons des liens, et y compris d'ailleurs, puisque dans Thésée c'est très fort, la question de la terre, de la nature, des paysages, et je pense que ça fera le lien aussi avec le deuxième livre dont vous souhaitiez parler. Voilà. Donc c'est un peu une amorce, mais je peux dire ça déjà. Je le disais, le corps de Thésée le requiert. Il y a bien des mots dans le livre qui évoquent vraiment une nécessité. Je dois, il faut, il aimerait tant ne pas avoir à. Ce corps-là, il l'appelle. Et donc, il y a ces archives qu'il va rouvrir, que vous présentez dans le livre comme des preuves. Mais encore faut-il savoir les lire, savoir à la lumière de quoi les lire. Est-ce que vous pouvez reparler de ce moment où Thésée se confronte à ces archives et essaye de les lire? Parce que ce qui revient aussi beaucoup, c'est qu'il n'y comprend rien quand même pendant une bonne partie du livre, peut-être même presque jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile, ce chemin-là. Il n'y a pas d'évidence en regardant les photos, en se replongeant dans ces archives. Bon, d'abord, ce que je peux dire ici, je l'ai peu dit, mais enfin, je l'ai quand même beaucoup expliqué, c'est qu'un écrivain, ça accomplit des opérations. Bon, je pense que dans l'art, on accomplit des opérations. Là, il se trouve que ce sont des opérations généalogiques. Et en fait, lorsqu'on lit le livre, on a le sentiment qu'effectivement, on presse de lire un double de moi. Mais il y a des déplacements, en fait. Il y a beaucoup de déplacements. Et la place des archives, donc si vous avez lu le livre ou si vous le procurez demain, vous verrez qu'effectivement, il y a cette présence des... celles et ceux que j'appelle mes fantômes. C'est-à-dire des images de famille, des images d'archives, des images du frère, de la mère, du père, des ancêtres, des documents. Et en fait, effectivement, la lecture classique, c'est de se dire, ce sont des instances de preuve. En fait, ce ne sont pas exactement des instances de preuve. Et d'ailleurs, je ne crois pas employer ce mot, puisqu'en préparant ce livre, je travaillais avec le mot légende. Ce que j'ai fait, c'est plutôt que j'ai écrit les légendes d'un certain nombre de photographies. Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans ce mot de légende, c'est son ambivalence. Parce que vous savez que les historiens, ils légendent les documents. Ils écrivent des légendes. Et aussi, en fait, lorsqu'on raconte des histoires à nos enfants, on leur raconte les légendes du temps ancien. Et ce sont souvent des légendes qui ont un rapport plus ou moins laxe avec la vérité historique. Donc en fait, on a un très joli mot dans la langue française qui porte une très grande ambivalence et une très grande complexité des rapports entre le texte et la vérité. Une vérité qui est beaucoup plus entrelacée. Et bon, peut-être que je vous la révélerai ici ou pas, on verra si la conversation le permet, mais les opérations que j'accomplis dans le livre sont moins des opérations de prouver que de demander des autorisations. Sans cesse, quand j'écrivais et que je prenais par exemple la photo de ma grand-mère, je lui disais, est-ce que tu m'autorises à te renommer ? Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on écrit, c'est qu'aussi, et bon, tout le monde ne le fait pas, hein, mais moi, j'ai une certaine idée de l'écriture et accessoirement de l'art où, grosso modo, il ne faut pas trop ajouter du mal au mal. Il y a beaucoup de mal. Et on fait beaucoup, déjà, on se fait mal, on a mal, on souffre, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Et pour moi, ajouter par l'art de la douleur, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Donc,
je ne prétends pas pouvoir réparer le mal, mais au moins permettre des opérations de consolation ou de réparation. Et notamment pour mes enfants, par exemple. Et donc, quand on donne les noms des gens qui ont fait partie de nos vies, dans une certaine écriture, qui est forcément une vision assez subjective d'une histoire familiale, en fait, accessoirement, souvent, on blesse. Il y a des blessures, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on ne blesse pas? C'est ça la question. Et bien, sans cesse, je demandais des autorisations, Alors, le seul qui porte le nom qu'il a porté sur cette terre, c'est le nom de mon frère, et qui s'appelait Jérôme. Et donc, la convocation du frère mort passe par l'appel de son nom. Parce qu'évidemment, quand on convoque un nom, en fait, on appelle un spectre, on appelle un fantôme, si quelqu'un n'est plus là. C'est vraiment appeler, quoi. Et donc, immédiatement, appeler un nom, c'est déjà se relier à l'invisible. Il y a tout ce qui était chargé par ce nom. Mais toutes les autres personnes, en fait, qui sont présentes, y compris la mère, y compris le père, il y avait comme un soin, une attention à les protéger. Donc ça vous dit un petit peu ce rapport complexe. Et vous verrez ce que je vous dis, parce que dans la suite de la soirée, les choses sont bien faites finalement. Vous verrez, il n'y a pas seulement des... Là, on ne vous verrez pas des photos ce soir, mais vous verrez notamment une vidéo qui était... plus exactement un film Super 8 qui a été filmé par mon père. Et vous verrez une image qui hante, qui m'a longtemps hanté. Maintenant, je l'ai suffisamment vue et retravaillée. Mais voilà, vous verrez ce rapport que j'ai moi aux images. Les images sont pour moi des spectres, des intercesseurs avec de l'invisible, des morts. Quand on les re-regarde après que le temps a passé, on revoit des choses, on en voit plus à chaque fois. Et c'est plutôt comme ça que j'ai écrit. J'ai écrit avec ces images pour essayer de comprendre ce qu'elles me disaient et accessoirement pour élucider un crime. Et ce crime, c'était le crime accompli par mon frère sur lui-même. Et cette pulsion assassine sur soi, ça, c'est ce que j'ai cherché à élucider. Et voilà. Bon, on y reviendra peut-être sur cette question de comprendre le suicide autrement que comme un acte d'autodestruction, mais plutôt comme un lien avec le passé, avec l'histoire longue de ce qui s'est passé. Ces archives, Thésée les renverse par terre dans son appartement de Berlin. Et à la relecture du livre, le motif du sol m'est apparu très, très fortement. C'est une image qui revient. Alors il faut dire que ce sont les archives d'une famille juive qui sont renversées sur un sol allemand, donc ce n'est pas anodin, mais ça revient quand Thésée parle de son enfance comme d'une terre, de la parole de son frère ou de sa présence aussi, le mot terre revient. Et puis on voit aussi Thésée se battre avec son corps, donc marcher, donc il est question de son équilibre, parfois il s'enfonce, il perd l'équilibre, il a besoin de s'appuyer. En tout cas, cette image du sol qui se dérobe revient très souvent. On pourrait aussi parler du sol de la langue. Est-ce que c'est puisque Thésée passe de la langue française, quitte la langue française pour la langue allemande qu'il ne connaît pas, est-ce que c'est une image qui vous est chère, que vous aimez travailler? C'est une métaphore qui vous parle beaucoup? Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup assister à des rencontres animées par Élodie Karaki, vous voyez, parce que elle lit les livres, mais elle ne les lit pas n'importe comment. Parfois, on lit des livres n'importe comment, ça peut arriver, c'est pas grave du tout, c'est bien même. Il y a des livres qui doivent se lire n'importe comment. Mais Élodie, elle lit quand même un peu. Donc oui, alors pour te répondre, donc merci beaucoup. Oui, en fait, donc, tu disais d'ailleurs en introduction que moi j'ai travaillé sur le vertige. Vous savez, on fait de la recherche parfois, pour enseigner. Et puis, donc j'ai fait une thèse sur le vertige et dans différentes œuvres. Et il se trouve qu'on vient à un moment aussi un peu crucial, puisqu'on se rend compte qu'effectivement le sol se dérobe un peu sous nos pieds, de différentes manières, mais notamment avec cette question de la crise terrestre, que certains appellent crise écologique, que d'ailleurs on devrait cesser d'appeler crise, parce qu'en fait c'est une constante de la destruction du sol. La vie humaine, c'est quand même une assez grande opération d'épuisement d'un certain nombre d'entités naturelles et de ressources. Et donc, voilà ce qui nous arrive, en fait, un sol qui se dérobe sous nos pieds. Alors, c'est évidemment ces motifs-là qu'on retrouve dans ce livre, dans la vie de Thésée. Alors, il y a 1000 manières d'accéder à cette question du vertige. Pourquoi la vie devient vertigineuse? Pourquoi on perd pied? Pourquoi on dit perd pied? Pourquoi on se pose la question de à quoi on tient? À quoi on tient? C'est une bonne question, à quoi on tient.
À quoi on tient? Ça porte plein de d'échos. À quoi on tient? Je tiens à la vie de ma mère qui me nourrit, je tiens à la vie de mon père qui me nourrit, je tiens à ce foyer, je tiens à cette maison, je tiens à ce paysage, je tiens à cet arbre qui m'a accompagné pendant toute mon enfance, je tiens à un certain nombre de mots qui me sont chers, je tiens à cette musique qui me permet de répondre à un certain nombre d'accidents de la vie, je tiens, etc. Et donc on tient en fait. Et évidemment, le moderne qui disparaît dans Thésée, en fait, c'est celui qui croit qu'il tient tout seul. Il y a plein de gens, parce qu'ils sont dans la force de l'âge, parfois ils sont hélas présidents, qui pensent qu'ils tiennent tout seuls, en fait. Et puis ils se rendent compte dans les épreuves qu'en fait, ils tiennent qu'ils ont pris sur rien et qu'ils ne tiennent pas. Et qu'en fait, il faut s'appuyer sur beaucoup de monde et de formes de vie pour que ça tienne. Et que nous sommes un peu tous entrelacés. Enfin, nous nous entretenons. D'ailleurs, on s'entretient. Voilà. Et donc, il y a ce jeu enfant, nous nous tenons par la barbichette, vous savez, on se tient par la barbichette. Il y a cette chose comme ça, on s'entretient. Voilà à quoi on tient. Et donc, Thésée, en fait, à un moment donné, donc comment est-ce que tout d'un coup on ne tient plus? On ne tient plus parce qu'on perd des attaches. On ne tient plus parce qu'on perd un pays. On ne tient plus parce qu'on perd un frère. Et que le frère, c'est celui qui était le témoin de toute notre enfance et accessoirement des moments de joie de l'enfance. Et donc on ne tient même plus à la joie parce qu'on ne peut même plus recourir à la joie. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne tient plus, enfin qui n'a plus recours, qui ne peut plus avoir recours à la joie? Et après, il y a le déplacement de Thésée. Thésée, c'est quelqu'un qui emmène ses enfants pour échapper. C'est presque comme une... D'ailleurs, je précise une chose, c'est que moi, j'écris rarement pour parler de moi. Enfin, même jamais, en fait. Parce que ça, je ne ferais pas ce métier si je pense qu'on voit son meilleur ami si on a besoin de parler de soi, ou un psychanalyste, mais on n'écrit pas pour faire ça. En fait, j'utilise une matière biographique pour parler de nous, en fait, de nos histoires, d'une histoire plus vaste, de quelque chose qui nous emporte. Voilà. Et donc, Thésée, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il quitte son pays, il quitte sa langue, avec la volonté très ferme de quitter la langue, c'est-à-dire vraiment de faire comme... Bon, et ça, c'est un peu les rêves d'écrivains, vous savez, parce qu'au XXe siècle, il y a des grands écrivains, souvent les plus grands, qui ont changé de langue. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Nabokov dans d'autres moments de votre vie, mais bon, voilà, c'est quelqu'un, il a réussi. Il est passé du russe à l'anglais, il a réussi. Et puis Beckett, il a réussi. Il est passé de l'anglais au français. Et puis, enfin, il y en a plein. Ça fait tout un corpus d'écrivains qui ont bien réussi. Puis, moi, j'ai toujours été attentif à ceux qui ont échoué. Alors Pessoa, il est parti, il a été élevé dans la langue anglaise, mais en fait, il est retombé dans sa langue. Il est retombé dans le portugais. Puis, il a écrit des grands livres en portugais. Et puis, Sebald, il a vécu sa vie en Angleterre, il aurait pu écrire en anglais, mais il est retombé. Parce qu'en fait, il n'a pas pu faire autrement qu'écrire dans la langue allemande. Et pourquoi? Parce qu'une langue, c'est quelque chose, en fait, comme un pays, effectivement. C'est la première attache qu'on a au monde, quoi. Et donc, le personnage de Thésée, ce que je mobilise pour dire à la fois son vertige, c'est qu'il quitte la France, il quitte le français, il va vivre à Berlin, il pense qu'en fait, il va cesser d'écrire en français, qu'il écrira dans une autre langue, et il retombe. Et il retombe pourquoi? Parce que précisément, en fait, il ne supporte pas une déliaison de plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où en fait il y a trop de déliaisons. Quand on perd des gens, quand on perd la mère, quand on perd... Voilà. Et en plus on ajoute à ça la perte de la langue, tout d'un coup ça devient... En fait, on est dans ce vertige. Donc ouais, cette question du sol, elle est partout, quoi. Elle irrigue dans cette question de à quoi on tient. Pour rebondir sur le mot de déliaison, ce livre nous parle aussi quand même de l'idée que vous vous faites de la littérature. Et Yannick Enel était présent ici à l'automne dernier pour évoquer son livre, Notre solitude. Et Yannick Enel, c'est quelqu'un qui postule que la littérature est le lieu où les vivants et les morts peuvent être ensemble, peuvent même se parler. Il postule que la littérature, c'est le lieu de l'indemne. Et vous écrivez dans Thésée, je suis un trait d'union entre deux mondes qui s'écartent, le continent des vivants et celui des morts, et je porte un espoir intact, mais la vie est sombre, etc. Est-ce que vous vous sentez proche de cette idée-là de Yannick Enel? Oui, on est très proche avec Yannick Enel. Vous l'avez rencontré? Beaucoup étaient là?
C'est une belle personne, n'est-ce pas? Ouais. Il boit un peu plus que moi. Moi, je tiens pas du tout aussi bien à l'alcool, mais donc j'arrive pas toujours à suivre. Mais on a eu beaucoup d'échanges en fait. Il a lu Thésée et c'était des échanges très intenses. On partage ça. Lui a en plus quelque chose qu'il a travaillé, je trouve, dans ses livres, qui est, vous savez, moi je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le loisir de le faire parce que la vie a été assez dure très vite. Mais il a aussi cette écriture de l'âge d'or, de l'incandescence, de l'adolescence, de la découverte de la beauté. Moi, je la retrouve dans Thésée. À certains moments d'éblouissement, lorsque le narrateur essaye de retrouver des forces de vie en s'accrochant aux arbres, accessoirement. Donc, j'aime beaucoup l'intensité et l'incandescence de Yannick, et je pense effectivement qu'avec l'âge, parce qu'on n'est plus si jeune, il y a la perte et le deuil, et je pense que voilà, Yannick aussi est sensible à ça. Il y a quelque chose qui nous enlace avec d'autres formes d'intensité, et notamment cette intensité du rapport qu'on a à l'invisible. Parler une langue, c'est souvent convoquer l'invisible, évoquer un souvenir, c'est souvent. Et puis il y a quelque chose d'autre qu'on partage avec Yannick, je crois, c'est peut-être une sorte de cartographie du moment, de ce que c'est que de vivre à la charnière. Alors moi, j'en parle plus que lui, je crois. C'est qu'est-ce que c'est que de vivre entre le XXe siècle et le XXIe siècle. C'est toujours une chose, parce que moi, ça c'est vraiment peut-être la question de l'écriture, c'est d'où on écrit. Depuis quel non-lieu, ou depuis quel lieu, depuis quel non-temps, depuis quel temps. Et très vite, ça travaille pas mal de mes projets, d'écriture, le XXe siècle a été assez généreux dans ses destructions, pour le dire avec douceur. Et quand on détruit beaucoup, il y a beaucoup d'absents. Et il y a beaucoup, accessoirement même pas mal de philosophes qui ont travaillé sur la notion de spectralité. Qu'est-ce que c'est que de vivre au milieu d'un certain nombre d'absences? Alors la Première Guerre mondiale a fauché des générations. Une génération en tout cas. Et puis la Seconde Guerre mondiale a refauché encore. Et donc le temps présent à la fin du XXe siècle, et qui se prolonge avec cette inertie jusqu'à nos jours, c'est cette présence des absents. Il y a beaucoup d'absents. Dans toutes les familles, dans toutes les généalogies. Moi je vis en Allemagne, il y a un nombre d'absents considérable. En Russie, l'histoire de la Russie est il faudrait écrire l'histoire de la Russie vue par ses absents. La France a été totalement sacrifiée pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a eu beaucoup d'absents aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a les guerres coloniales, qui créent beaucoup d'absents. Et donc plus on produit de l'absence, plus en fait il y a ce rôle de l'écrivain qui se transforme. Je ne pense pas que dans les années 70, on prêtait autant d'attention parce qu'il y avait ce moment d'affirmation d'une génération. Il fallait décrire le rythme du temps et ça donne Last Exit to Brooklyn et ça donne On the Road de Kerouac et ça donne cette littérature américaine qui veut en quelque sorte la vie, la vie, la vie. Je pense à Henry Miller, ça donne la vie, la vie, la vie, la vie, la sexualité, la vie, la vie, la vie. C'est très très beau et j'aurais adoré écrire une littérature comme ça. Mais il se trouve qu'en fait ça ne coïncide ni avec mon expérience biographique de vie, ni, je crois, avec l'expérience collective. L'expérience collective de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est une histoire qui s'enlace avec l'absence et qui fait de la littérature une sorte de convocation du spectre. Voilà. Donc, je crois que c'est juste qu'on en soit là. Une dernière question sur Thésée avant de parler du fleuve. Donc on voit dans ce livre qu'il y a cette idée de transmission d'une malédiction de génération en génération qui provoque des désastres. Au risque de faire un peu de provocation, mais j'ai une alliée de taille, je me demandais si vous pensiez qu'une bénédiction avait été transmise aussi dans la famille de Thésée. J'ai regardé votre entretien avec Delphine Orviller, qui est rabbin, écrivain, qui est quelqu'un de passionnant. Et a rappelé dans la Bible qu'il y avait la transmission des malédictions, mais qu'il y avait aussi transmission de bénédictions. Et je vous pose cette question parce qu'il me semble, alors je ne sais plus si c'est à propos de ce livre, mais vous avez dit avoir terminé un cycle de la violence. Donc est-ce qu'il y aurait comme ça un passage
enfin une fin de quelque chose, un passage à autre chose. Alors disons que je pense que c'est Delphine Orvilla, elle est clairement plus touchée par la bénédiction. Et donc c'est bien qu'elle y pense. Et moi j'adore y penser. Mais donc je pense que oui, absolument. Enfin, il y a la transmission des dons, il y a la transmission des mots. Après, c'est plutôt une question de par où ça passe. Je pourrais m'intéresser enfin, accessoirement, je ne fais que m'intéresser à la lumière, puisqu'en fait, ma vie n'est qu'un effort pour faire rejaillir de la vie à partir de la mort. Et puis, je pense que accessoirement, cette petite mission eh bien, entre en écho avec une grande mission qui nous incombe à tous, qui est ça, qui est de relancer de la vie à partir de beaucoup de choses qui nous détruisent. Donc, bien sûr que je serais très très heureux de voir ça. D'ailleurs, je pense que ces choses sont très très entrelacées. Et vous savez, malédiction, c'est mal dit. Hein. C'est aussi une question de langage. Hein. Bénédiction, bien dit. Non, mais c'est intéressant de le revenir parce que pour un écrivain, c'est une vraie question en fait. Bien dire les choses, c'est relancer la bénédiction. Hein. Mal dire les choses, c'est prolonger la malédiction. Non, mais c'est très très important parce que en fait, lorsque je faisais moi mon travail sur le vertige, c'était toujours pour essayer de comprendre la blessure entre le langage et le monde. C'est-à-dire la vie existe d'une certaine manière, mais la façon que nous avons de la dire, eh bien, en passe par le mal dire. Et c'est comme ça que nous faisons beaucoup de mal, en fait. Puisque tu évoques la discussion avec Delphine Orviller, en hébreu, c'est lachon hara, qui est la mauvaise langue. Ra, c'est mauvais, et lachon. Et donc, c'est ça, le mal dire. On dit toujours qu'on tue 3 personnes quand on dit mal. Celle dont on dit du mal, la personne qui écoute, et soi-même. On fait 3 fois du mal. Donc moi, j'essaye de bien dire. Voilà. Alors, on change de livre pour évoquer Le fleuve qui voulait écrire, qui est la trace conséquente d'un travail collectif qui est en cours pour donner en fait la personnalité juridique à la Loire, à ce fleuve. Un parlement s'est créé, des auditions ont eu lieu afin de voir dans quelle mesure ce serait possible en France, ce qu'il faudrait faire. Alors on pourrait penser qu'il n'y a aucun rapport entre les deux livres, ce n'est pas vrai du tout. Il suffit de lire l'introduction pour retrouver des réminiscences de Thésée, que ce soit une critique de la modernité, une volonté de reprogrammer par le biais de nouvelles fictions, non pas une généalogie familiale, mais un lien avec la terre, une terre qui a envie de nous dire quelque chose qu'il faudrait écouter, le désir de réattachement pareil est commun. Peut-être d'abord dire que vous avez intégré un projet déjà en germe, qui était porté, je crois, par le pôle art et urbanisme. Et on apprend dans ce livre aussi, pour peut-être évoquer d'abord le contexte, qu'il y a eu des précédents à l'étranger, qu'il y a déjà dans le droit français des appuis possibles pour œuvrer à ce projet, qu'il y a des jurisprudences qui pourraient être utilisées aussi. Et puis il y a un élan collectif. Alors là, c'est toutes les notes de bas de page où on voit qu'une bibliothèque est en train de se remplir depuis des années pour nourrir ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce contexte et puis de comment vous en êtes venu à intégrer ce projet et cet élan collectif, parce que vous n'êtes pas tout seul, le livre est vraiment polyphonique. Oui, alors effectivement, il y avait cette idée vague, donc c'est la Loire, vous pouvez voir le livre. En fait, vous savez, c'est ce livre-là. Et ça, là, vous voyez, en couverture, c'est les... Bon, c'est un livre un peu intimidant, hein, parce qu'il est un peu gros. Mais ça se lit un peu comme une pièce de théâtre, même si c'est parfois un peu plus ardu. Mais c'est quand même un livre de recherche. Hein, enfin, voilà. Après, c'est porté par une écriture. Donc ça, c'est le bassin versant. C'est les veines de la terre. Les bassins versants, c'est toutes les veines de Loire, en fait. Donc vous voyez, c'est le bassin versant de la Loire. Bon, on peut faire ça avec n'importe quelle rivière, n'importe quel ruisseau. C'est toutes les parcelles de terre qui sont adossées, qui sont associées à ces différents affluents et autres. En fait, je travaille, moi, depuis... Alors, j'en reviens, parce que je fais le lien entre les deux livres. Merci de l'avoir fait également. Dans Thésée, sa vie nouvelle, j'évoque la vie de Gatsby, qui est
très inspiré effectivement de mon père. Mon père était un grand inquiet. Moi, j'ai été élevé avec cette idée qu'en fait, je parle d'ailleurs dans Thésée d'un certain rapport, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler à l'époque, en 1972, il y a un certain nombre de scientifiques qui comprennent qu'on ne peut pas continuer comme ça avec la croissance, le progrès infini à partir d'un monde fini. C'est une équation très simple, c'est comment penser la croissance infinie dans un monde fini. Le monde a un certain nombre de ressources, et comment penser de la croissance infinie. Et donc, en fait, ils font cette étude, ça s'appelle le rapport Meadows, sur les limites de la croissance. Et mon père l'a lu, en fait, en 1972, c'est-à-dire avant la naissance de mon frère. Et dans ce rapport, il y avait un certain nombre de recommandations, notamment, on ne peut pas continuer comme ça, dès 1972. Et parmi les « on ne peut pas continuer comme ça », il dit « on ne peut pas continuer à avoir tant d'enfants ». Et donc, mon père ne voulait pas avoir d'enfants. Donc, nous sommes, en quelque sorte, mon frère et moi, une exception à ce rapport assez visionnaire sur les conditions terrestres. Et donc, il portait cette inquiétude. Aujourd'hui, on appelle ça l'éco-anxiété, voire il y a un autre terme qui a été proposé par un philosophe australien qui s'appelle la solastalgie. La nostalgie et solace, ça vient du mot consolation. Donc, c'est un mot qu'il a créé, mais on entend ce mot, nostalgie. Et donc, il y a cette angoisse pour la Terre. Alors, donc, moi, je travaillais sur ces choses parce que, je vous l'avais dit, j'ai une formation de juriste, de sciences politiques. Et donc, je me disais, mais comment est-ce qu'on change les termes? Je parlais du langage. Comment est-ce qu'on dit mieux le rapport à nos paysages et aux fleuves, aux rivières notamment, aux lacs, aux montagnes, aux vallées? Et donc, les gens qui voulaient réfléchir à partir de la Loire m'ont appelé pour proposer une forme de narration d'un mouvement qui serait un mouvement constituant par lequel des assemblées, des gens, des citoyennes, des citoyens arriveraient à changer les termes de la relation entre nous et les mondes, on les appelle, vous savez, autres qu'humains maintenant, ou les non-humains. Vous pouvez dire nature, mais c'est un mot qui est bien discuté, parce que la nature, c'est comme si elle était en dehors de nous, alors qu'en fait, elle est totalement en nous. Donc, toujours cette idée du monde traversé, que nous sommes traversés par le monde et que nous traversons le monde. Et donc, voilà la question qui m'était adressée, et je leur ai proposé une forme, un chemin d'audition, avec des assemblées publiques. Enfin, les gens se sont réunis pendant 2 ans dans différents endroits. Et puis on a collecté leurs paroles et chaque fois on leur posait les questions en disant mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée cette initiative de ce qu'on appelle les droits de la nature? Voilà. Est-ce qu'il faut donner le statut de sujet, de personne à des rivières, des lacs, des forêts? Et donc on pose cette question et c'est l'histoire de cette question et de réponses depuis une réponse d'une biologiste, une réponse d'un anthropologue, d'une philosophe, d'une politiste, etc., qui sont un peu créés, enfin mis en mouvement par cette dramaturgie du livre. Oui, c'est vrai que c'est ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont les mêmes questions qui reviennent, mais par contre les interlocuteurs changent et amènent à chaque fois à la fois leur idée et leur perception des choses. Je le dis brièvement, c'est la première fois que... Disons que j'ai un rapport, moi, à la littérature documentaire, qui est un rapport assez paradoxal, mais bon, ce serait un peu long de l'expliquer ici. Mais ce qu'on appelle la littérature documentaire, Thésée est d'une certaine façon une littérature qui a à voir avec le document. Donc en ce sens, c'est une littérature documentaire. J'utilise des documents, je les brasse, je les colle, je les monte. Donc moi, j'ai fait des documentaires, mais vraiment à l'image, plus jeune. Et donc j'aime bien ce rapport à un réel, un truc auquel on se heurte. Les documents, c'est ce à quoi on se heurte. Et là, on a fait ça avec Le Fleuve qui voulait écrire. C'est une littérature documentaire, c'est-à-dire qui part d'un certain nombre d'entretiens, de discussions. Pardon. On parlait du sol avec Thésée, et c'est présent ici aussi cette idée d'attachement, et je vais vous citer, je ne vais pas paraphraser ça, vous écrivez dans l'introduction, « Nous ne sommes pas les artisans d'un projet utopique, c'est un préalable que nous pouvons poser ici. L'utopie, c'est la négation du lieu, la spéculation sur un non-lieu, ou topos. Nous sommes les héritiers d'un XXe siècle qui a effroyablement nié les liens au lieu, au nom de grands schémas politiques. Notre siècle demande des récits non utopiques, mais topiques, partent des lieux et reviennent aux lieux. » Et ça, c'est vraiment une réflexion qui traverse tout
tout le livre. Et c'est quelque chose on sent que pour vous, c'est important de poser ça. Il y a un rapport à l'utopie là qu'il faut régler. Oui, en fait, tout ça vient c'était déjà présent dans un autre de mes essais qui s'appelait Les potentiels du temps. Mais pour que vous saisissiez bien, tout part d'un diagnostic sur le maintenant. De quoi sommes-nous les héritiers? Si nous sommes les héritiers du XXe siècle, et je crois que nous le sommes, et notamment des crimes du XXe siècle, et nous le sommes également, qu'on le veuille ou non, eh bien, dans ce cas-là, en fait, on doit se poser la question de l'utopie autrement. Puisque, en fait, la plupart des crimes du XXe siècle ont été accomplis au nom d'un certain nombre d'utopies. Et je le dis parfois, et ça provoque des sourires, mais que en tout cas dans le rapport Meadows, on le voit également, que je mentionnais, c'est que le marché, le capitalisme, est aussi en fait un monde utopique. C'est un monde qui ne pense pas le rapport au lieu, puisqu'en fait, il va vers des épuisements des lieux. En fait, il ne pense pas à la question du tenir au monde. Donc en fait, si on se pose la question de comment on tient au monde, on sort de ces multiples formes de l'utopie humaine. Et l'utopie humaine, c'est lié à ces fictions, c'est-à-dire que nous avons une capacité extraordinaire à nous raconter des histoires. Et accessoirement, nous avons en fait, mais ça je le sais parce que j'ai pas mal, notamment dans Thésée, on le voit, de dialogue avec des scientifiques, que nous avons un système cérébral qui est extrêmement bien organisé pour fuir la réalité. C'est quelque chose de très très fort, on est très fort. Netflix en fait plein de profits. Enfin, je ne sais pas si vous regardez Netflix, mais le monde fictionnel qui s'organise sous nos yeux, en fait, qui capte l'attention de mes enfants, mon attention, notre attention, enfin, tout ça est organisé autour d'une jouissance très très humaine des histoires qui nous emportent, nous transportent. J'allais dire nous déportent. Vous voyez comment on passe de la transportation à la déportation. C'est ça dont nous sommes les témoins, d'abord dans le contemporain, et sur le XXe siècle également. Et donc, voilà ce que fait la fiction pour nous. Et une manière d'atterrir, Bruno Latour, qui est un philosophe, il emploie souvent ce terme atterrir, comment est-ce qu'on réatterrit? Bon, c'est comment est-ce qu'on se repose la question du sol, de la terre, de à quoi on tient, à quoi on est attaché, qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre. Et ça, c'est la question maintenant. Donc, en fait, c'est une question, effectivement, qui traverse. Et ça prend cette forme, chez moi, un peu raccourcie, de dire, ça n'est pas une utopie. Les utopies, c'est autre chose. C'est le système économique dans lequel on vit. Ça a été le communisme. Ça a été d'autres formes d'idéologie racialiste qui ne tiennent pas du tout compte de la réalité matérielle, biologique du monde. Et tout ça, c'est des utopies. Pas au même niveau de criminalité, hein, sans doute. Mais enfin, quand même, dans le temps long, le capitalisme fait bien son œuvre. Et donc, il y a beaucoup d'absents, de morts. Et donc, la question, c'est ça. Comment est-ce qu'on sort de l'utopie et qu'on en vient à faire des récits topiques? Voilà. Donc, c'est ça. C'est topos, topique. Topique, le lieu. Parce que utopos, c'est u. Vous savez, comme uchronie, sans lieu, sans temps. Uchronos, sans... Voilà, tout ça. Depuis la parution du livre, où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Du fleuve. Ouais. C'est beau le fleuve, parce que donc, bon, c'est un livre, peut-être que vous serez intimidé et tout ça. Moi, je pense que ça vaut la peine de l'avoir chez soi. Et je ne dis pas ça pour faire des droits d'auteur, c'est simplement que en fait, c'est aussi une réponse à un peu la gueule de bois générale qui est de ne pas voir d'issue. C'est-à-dire, dis-moi, comment est-ce qu'on arrête cette machine infernale, en fait? On a un peu du mal, d'ailleurs, accessoirement, et je ne prétends pas que ce livre va arriver à le stopper. Mais en tout cas, il y a eu tout ce mouvement au début du XXIe siècle, qui était porté d'ailleurs par des gens que j'aime bien, que je connais bien, comme des gens comme Pablo Servigne ou autres, qui étaient assez collapsologues. C'est-à-dire que, bon, c'est l'effondrement. Tout s'effondre et tout va s'effondrer. On retrouve, d'ailleurs, vous aurez remarqué, la question du sol. Parce que si ça s'effondre, c'est que on est suspendu à quelque chose qui dérape. Donc, voilà une sorte de réponse. C'est qu'en tout cas, il y a une autre manière d'organiser la vie en société à partir d'un certain nombre d'initiatives, d'exemples à travers le monde qui donnent des droits à la nature. Et donc, quel monde ça dessine? Donc, en tout cas, dans des discussions, si vous avez parfois autour de vous, c'est un livre qui peut vous donner des outils pour répondre à l'effondrement ou à cette idée de l'effondrement.
pour dire qu'il y a en tout cas des choses que nous pouvons faire, que nous pouvons écrire autrement. Et ça a ensemencé, enfin votre question était qu'est-ce que ça a permis? Là ce serait un peu vaste de le dire, parce que, puis en plus ce serait, je sais pas, ça dépasserait la question littéraire, parce que en fait je suis contacté, enfin nous sommes contactés, mais surtout moi, par des maires de grandes villes, je ne vais pas les citer, mais en tout cas j'ai échangé. Bah, le problème, ça je peux par contre vous en parler, c'est le problème des maires. Enfin, parce que, et le problème ça c'est assez amusant. Parce qu'en fait, les droits de la nature, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand on donne des droits à une forêt? Ben, ça veut dire qu'on organise un monde où en fait nous autres, humains, nous apprenons à lâcher prise. C'est-à-dire que nous donnons plus de place à d'autres formes de vie. Et il se trouve que dans la structure même de la vie politique, en fait, les gens ne savent pas comment lâcher prise. Eux, leur seule question, c'est comment est-ce que j'ai plus de contrôle sur mon territoire? Comment est-ce que j'ai plus de contrôle? Et quand on parle d'un paysage, quand on parle d'une rivière qui n'est plus sauvage, comme elle aime le dire, puisque la Loire aime bien dire qu'elle est sauvage, enfin je ne sais pas si c'est elle qui aime le dire, ou si ce sont les gens qui vivent le long de la Loire qui aiment le dire, mais en tout cas, elle est totalement gérée par EDF, ça je vous le dis. Et donc la question du lâcher-prise est quelque chose là aussi d'incroyablement vertigineux, parce qu'à chaque fois je leur dis, vous savez, donner des droits au Rhône, donner des droits à la Seine, là vous aurez peut-être identifié quelques maires de grandes villes, donner des droits à ces grands fleuves et à ces bassins versants, c'est accepter que vous ayez moins de droits dans vos politiques de développement. C'est que vous allez devoir à un moment donné faire face à quelque chose qu'on va appeler le monde, la nature, les entités de la nature, des lacs, des rivières, des forêts, et qui potentiellement, par ce nouveau droit, vont pouvoir vous répondre et vous dire non. C'est inconfortable pour des humains qui ont l'habitude je prends parfois cet exemple du consentement, parce qu'entre les hommes et les femmes, c'est une question qui se pose et on voit très bien ce que c'est qu'un consentement. Organiser le monde pour que la nature ait à consentir à ce qu'on lui fait subir, c'est renoncer à pas mal de choses. C'est prendre le risque que quelqu'un nous dise non. Et donc, voilà, comme les maires sont souvent des hommes, c'est difficile. Non, mais il n'y a pas de trait de genre, mais la difficulté d'entendre un non, c'est un vrai problème pour les politiques. Et donc, voilà. Alors, ils disent, oui, c'est bien, mais en fait, je le vois qu'ils l'entendent plus comme une manière d'ajouter à l'image de leur ville. Et moi, je leur dis, non, mais c'est pas ça dont on parle. Voilà, donc on a mais comme on disait, mal dire et mal entendre, vous savez, malentendu. En fait, il faut accepter que l'ensemble de nos échanges, de nos entretiens, repose sur des malentendus. Il y a un écart entre le dire et l'entendre. On va terminer là-dessus. On va passer à la lecture musicale. Merci infiniment. Élodie, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette lecture. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une pause, parce qu'il me semble que